Il est le premier rôle d'un feuilleton dont les rebondissements ont enflammé la toile. Plus de 7 millions de messages sur les réseaux sociaux depuis le début de l'affaire, le 17 juillet. Mais comment les écarts d'une sorte de garde du corps ont-ils pu à ce point déstabiliser le président? Nous avons mené l'enquête et voici les indices. Une image tout d'abord, celle de la première réponse du président postée sur Twitter avec certains détails comme cette petite robe bleue que nos experts de la com ont passé au scanner. Un mot également, arrogance, avec son antithèse humilité, dont nous avons suivi à la trace le hashtag qui prospère cette rentrée. Hashtag qui soumettra les indices de cette enquête à Christophe de Vogt. Il va nous écouter, il a sorti son stylo, spécialiste de rhétorique qui donnera son verdict. L'impact de cette affaire sur le récit de Macron jusqu'à la démission de son ministre de l'Intérieur. Mais d'abord, premier indice, il date du 24 juillet. Alexandre Benalla n'a jamais détenu le code du code. Alexandre Benalla n'a jamais occupé un 300 mètres carrés à l'Alma. Alexandre Benalla n'a jamais gagné 10 000 euros. Alexandre Benalla, lui non plus, n'a jamais été mon amant. Celui qui a fait confiance à Alexandre Benalla, c'est moi, le président de la République. Celui qui a été au courant et qui a validé l'ordre, la sanction de mes subordonnés, c'est moi et personne. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Voilà, qu'ils viennent le chercher. Comment l'affaire Benalla est-elle devenue l'affaire Macron? Première réponse avec Véronique Reitzhult de Dentsu Consulting. Véronique, bonjour. Vous analysez la fabrication des opinions sur les réseaux sociaux. Avez-vous une explication à ce phénomène incroyable? Plus de réactions au hashtag Benalla qu'à balance ton porc ou à je suis Charlie, c'est incroyable. En fait, ce qui est assez incroyable, c'est de regarder l'évolution des réactions sur cette affaire. Et en fait, quand on fait un rapport et qu'on regarde quelles ont été, puisque ça a été quand même une affaire à rebondissement avec des épisodes qui n'en finissaient pas. Plus qu'un feuilleton d'été. D'ailleurs, vous avez une courbe qu'on va voir. Quand on regarde cette courbe, on voit qu'en fait, le moment où ça s'enflamme le plus, c'est le fameux qu'ils viennent me chercher que vous venez de montrer. On voit que c'est à ce moment-là, exactement à ce moment-là, que ça s'enflamme. Alors évidemment, avant ça monte, mais c'est le moment d'impulsion, puisque en moyenne, à ce moment-là, sur ces 2 jours, on est à 610 000 messages par jour, ce qui est énorme. Le reste du temps, juste avant, c'est plutôt 250 000 messages et juste après, on redescend à 260 000. D'accord, donc ça veut dire qu'en fait, Emmanuel Macron, en voulant éteindre, entre guillemets, la polémique, la lance, vous créez l'affaire, en fait, c'est ça? Pourquoi? Alors, je ne sais pas s'il crée l'affaire, mais en tout cas, il relance l'affaire et cette petite expression qu'il vient me chercher, c'est ce qui a été le plus repris. Donc ça fait rebondir l'affaire et ça a été pris comme finalement un signe d'arrogance et un décalage monstrueux. On a vu des images là, on voit bien sur les réseaux ce qui se disait, c'est que c'était un entre-soi, l'impression que finalement il n'y avait pas de discussion, d'explication. Et donc les uns et les autres se sont mis à commenter en boucle le qu'ils viennent me chercher et proposant qui a même de donné venir effectivement hashtag cherchons Macron, voilà, etc. Et dans cette vidéo, il y a quoi? Il y a ces mots. On parlait de la petite robe bleue aussi, c'est un indice important. La petite robe bleue, en fait, ce sont toutes ces robes, c'est ce décorum. Il faut des petites robes peuvent déclencher une grosse affaire. Alors allez-y, expliquez-nous pourquoi. En fait, le pourquoi, c'est qu'il faut se resituer. Donc on est le 24 juillet, il fait très chaud en France. Les Français sont soit en vacances, en tongs et en short, soit ils sont en train de travailler et ils souffrent, ils ont chaud. Et on n'est pas forcément dans un moment de forte élégance. Et là, lorsqu'il y a cette discussion entre eux dans un cadre qui est très beau, avec des gens qui sont bien habillés, avec, je ne sais pas, c'est la petite robe bleue spécifiquement, mais globalement... Bon, après, il y a des rouges aussi. Il y a aussi des jolies robes rouges, on va dire. Globalement, ils n'ont pas l'air d'avoir si chaud que ça. Et ensuite, dans les images qui ont circulé aussi, on les voit avec des coupes de champagne, on les voit dans un moment plutôt agréable et très décalé de la réalité de ce que vivent les Français à ce moment-là. Donc ça a aussi joué dans les commentaires ce sentiment que il vit dans un monde qui n'est pas le nôtre. Lui, il n'a pas chaud. Lui, il n'est pas en train de souffrir comme nous. Donc il peut se permettre de nous dire viens me chercher avec une coupe de champagne. Ah, c'est ça, qu'ils viennent le chercher, enfin me chercher, en fait, c'est accentué par cette image qui a en fait impacté, on va dire, selon vous, sur les réseaux sociaux. C'est l'image aussi autant que le texte, quoi. Exactement. Et alors, vous nous aviez montré qu'il y avait un autre pic après, au moment de l'audition au Sénat. Et alors, ça fait penser qu'on a beaucoup dit d'ailleurs que cette affaire avait été montée en épingle par des influenceurs. Ça a été un des arguments. Est-ce que c'est vrai ou alors est-ce que ça a concerné tout le monde finalement? En fait, pour s'en rendre compte, il faut regarder qui sont les émetteurs. On s'est aperçu que c'était certes certains influenceurs ont plus
communiqué que d'autres, mais globalement c'était tout le monde. Et il suffit de regarder aussi les mots qui étaient les plus utilisés dans les messages, et on voit bien que là, c'est assez significatif sur la réalité de ça concernait tout le monde. Le nuage de mots. Parce que le nuage de mots, on voit que le mot « pourquoi » est un mot qui ressort fortement. Et pourquoi? C'est-à-dire que personne n'a compris, c'est ça. C'est pas des influenceurs, c'est des gens qui comprennent pas. La question, elle n'était pas le comment, mais bien le pourquoi. Et ils n'arrêtent pas de se demander mais pourquoi cette affaire? Pourquoi l'Élysée a cette position? Pourquoi est-ce qu'on en est là? Pourquoi est-ce que ça continue? Pourquoi l'affaire n'est pas réglée? Donc c'est pas tant le comment, c'est pas tant ce qui s'est passé, mais d'essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Et donc si c'était que quelques influenceurs, il n'est pas certain que ce soit le mot pourquoi. Il y aurait déjà des réponses. Pourquoi? D'accord. Voilà. Pourquoi Macron finalement? Alors merci Véronique pour ces premiers indices. Vous nous en donnerez d'autres tout à l'heure. Mais d'abord, je vois que la caméra est là. On va retrouver nos autres invités. Florian Silnicki de la Frenchcom, spécialiste de la com sur les réseaux sociaux, et Gaël Slimane d'Odoxa, spécialiste de l'opinion. On a commencé à évoquer l'impact de ces propos d'Emmanuel Macron qui avait fait démarrer l'affaire. Est-ce que ça a été un impact éphémère ou un impact à long terme, Gaël Slimane? C'est un impact qui est assez durable, puisqu'on était sur une tendance, il faut le rappeler, qui était une mauvaise tendance de toute façon avant même l'affaire Benalla en termes d'opinion pour Emmanuel Macron. Mais ça a joué un rôle d'accélérateur. Pour vous situer les choses, Hélène, quand on suit la popularité du président de la République, à Odoxa, on enregistre un décrochage de 12 points pendant la période qui va de la fin du mois de juin au début du mois de septembre. Donc pendant cette période estivale qui normalement est plutôt une période au gel des agacements. On part en vacances, on revient de vacances. Il fait chaud, les agacements gèlent, c'est paradoxal. Normalement ou s'engourdissent, si vous voulez. Normalement, on est plus calme. Ouais. Là, la baisse d'Emmanuel Macron, non seulement ne s'est pas enrayée, malgré la victoire des Bleus en Coupe du Monde, il y a eu des événements positifs quand même pendant cette période, mais en plus, ça s'est accentué. Et surtout, de manière plus qualitative, quand on regarde ce que les Français reprochent à Emmanuel Macron avant et après l'affaire Benalla, globalement, il y a toujours les mêmes fondamentaux. Mais les reproches lourds qui existaient déjà sur Emmanuel Macron se renforcent. On nous dit, c'est un président des riches, c'est un président d'une caste. On nous dit, c'est quelqu'un qui est coupé de la réalité des Français et c'est quelqu'un qui n'est pas humble. Vous avez évoqué le terme d'humilité. Après l'affaire Benalla, on est à 83% de Français qui estiment que ce président n'est pas humble, y compris des gens qui, évidemment, étaient ses électeurs, et y compris des gens qui sont encore aujourd'hui des sympathisants de La République En Marche et qui ont tendance d'habitude à être plutôt cléments avec Emmanuel Macron. Donc il y a bien eu, avec cette affaire Benalla, un phénomène de cristallisation des reproches. En gros, pour faire simple, on pensait avoir élu un président différent, qui allait faire de la politique de manière différente, un nouveau monde. Et finalement, dans cette affaire Benalla, les Français voient pas mal de parallèles avec de précédentes affaires qui ont pu émailler la vie politique française, où l'entourage du prince avait pu parfois se laisser aller sans qu'il n'y ait de conséquences ou de réponses assez fermes à leurs yeux de la part du président de la République. D'accord, donc en fait, ce que c'est intéressant, dans tous les mots que vous avez employés sur l'arrogance, la coupure, etc., en fait, cette vidéo qu'on a vue, elle synthétise tous ces reproches, en fait, c'est ça, c'est la synthèse. C'est pas une révélation, c'est une forme de cristallisation de « Ah mais oui, il est vraiment comme ça, c'est vraiment un président qui n'est pas proche de nous ». D'accord. Florian Silnicki, une réaction là-dessus ? Cette vidéo, elle est symptomatique du moment où il y a une véritable rupture dans la communication d'Emmanuel Macron. Ah oui, c'est à partir d'ici où la machine macronienne, elle s'encrasse, elle déraille. Il perd le contrôle du tempo médiatique et politique qu'il avait pourtant su assez bien maîtriser, y compris quand quelques affaires avaient commencé à gêner sa pratique du pouvoir. Alors, quand on préparait l'émission, vous avez fait une comparaison qui peut paraître osée. Vous parliez de banalisation. C'est la comparaison avec Nicolas Sarkozy. Vous aviez cité le moment où il est face à des pêcheurs. Alors, face à des pêcheurs, c'est pas face à une commission d'enquête parlementaire, mais vous faites le parallèle, on revoit un extrait très court. C'est toi qui as dit ça? Descends un peu le dire. Descends un peu. Si tu crois que c'est en insultant que tu vas régler le problème des pêcheurs. Voilà, c'est quoi le parallèle alors ? Le parallèle pour moi, c'est que là, on a deux présidents de la République qui perdent le contrôle de leur réaction, de leur image, de leur communication et qui émettent un message qui est totalement en paradoxe avec la situation. Nicolas Sarkozy, il est parfaitement encadré, il est président de la République, il y a un service d'ordre d'ailleurs qui est important. Ah d'accord, il est en déplacement, il est sur le terrain, mais il est protégé aussi, c'est ça ? Exactement, c'est ce sentiment de déconnexion et de protection de ce président de la République. Emmanuel Macron, il est dans le même cadre, il n'y a pas la sécurité, mais il y a tout son gouvernement et ses plus proches, il est son clan.
il l'incarne même d'ailleurs. Et puis, il a évidemment la protection constitutionnelle, judiciaire. Et donc, ça n'a pas grand sens de venir dire qu'ils viennent me chercher. D'accord, avec cette image aussi, selon vous, qui résume, en fait, ce moment qui résume tout ça. Une petite réaction sur le parallèle avec Nicolas Sarkozy. J'ai eu exactement le même sentiment sur le qu'ils viennent me chercher. Décidément, hein. Mais il y a beaucoup de parallèles, en fait, dans les évolutions de popularité, les reproches. Le président des riches, c'est aussi un reproche qui existait pour Nicolas Sarkozy. Il y a beaucoup de parallèles à faire entre Macron et Sarkozy, du point de vue de l'opinion, en tout cas, et de leur communication. Donc, il y a l'épisode du pêcheur, vous l'avez très bien résumé, qu'ils viennent me chercher. Il ne peut pas, le pêcheur. Il y a 15 gardes du corps autour de Nicolas Sarkozy. Là, de la même manière, on ne peut pas aller chercher Emmanuel Macron sur cette question de Benalla. C'est plus visible pour Macron. D'un point de vue judiciaire. Et puis, il y avait un autre parallèle qui était l'EHPAD. Si vous voulez, à un moment donné, quand Nicolas Sarkozy... L'affaire de l'EHPAD, quand il veut placer son fils à la tête de l'EHPAD. Voilà. À cette époque-là, il semblait bien quand même, pour toute personne dotée d'un tout petit peu de bon sens, que ce n'était juste pas possible, que ça ne pourrait pas aller au bout, que ça ne marcherait pas, exactement comme pour l'affaire Benalla, où il a fallu des semaines pour que le président réalise que bah oui, c'était quand même une affaire, sinon une affaire d'État, du moins une affaire assez grave, et qu'elle méritait qu'on y réponde un peu sérieusement. Ce dont il a pris conscience, cette rentrée, on va y revenir, oui. Ce que dit Gaël, d'ailleurs, est d'autant plus vrai que dans les deux cas, les présidents de la République, leur péché originel, c'est de ne pas comprendre que cette affaire va devenir un symbole. Et c'est ce qui, au fond, ne leur permet pas de réagir si vite. Ah d'accord, oui, c'est ça, le sparadrap du capitaine Haddock. On y reviendra plus tard. Alors, on a parlé du contenu. L'autre chose très intéressante en matière de communication, c'est la diffusion de cette vidéo, hein, puisque le président est alors au pot de fin de session des parlementaires à LREM. Ce sont eux, ça c'est un phénomène assez nouveau aussi, qui vont tweeter les propos présidentiels. Un des premiers est Bruno Fuchs, dont on voit le message là à l'antenne. Alors pourquoi a-t-il sorti son smartphone à ce moment-là, hein, ce moment qui devait être un huis clos, sans journaliste, sans caméra? Écoutez-le face à l'objectif de Marie Lebon. Il fait son discours, et bien sûr il fait son discours à 90% sur l'affaire Benalla. Donc ça, c'est une surprise. Moi, spontanément, je sors mon smartphone, je fais 2-3 photos, mais beaucoup de gens avaient fait des photos. Et puis, dès qu'il a une première position sur l'affaire Benalla, en disant qu'effectivement, il se sentait trahi, ça paraît suffisamment fort. Non, du tout, il n'y a eu aucun contact. Ce tweet est tout à fait spontané, effectivement, tout à fait spontané. Je crois que c'est le premier, puisque j'ai beaucoup de retours après, donc le premier à avoir eu cette envie. Il faut dire que l'envie, elle est liée aussi à une frustration de plusieurs jours, où on n'a pas de position, et on commence à douter, finalement. On se dit, bon, s'il n'y a pas de position, c'est quoi le sujet? Donc ce discours-là, cette position-là, nous libère, finalement. Je n'ai pas filmé, je ne fais que des photos. Et ensuite, j'ai vu que des images de l'intégralité du discours avaient été filmées. Donc, d'un point de vue de la communication, visiblement, il y a les gens qui l'ont fait de façon spontanée, voilà, comme moi, et puis certainement l'un ou l'autre qui était dans la combine, donc, qui avait été avertis, qui ont fait l'intégralité et qui se sont permis de retransmettre les images aux médias. Ce qui est une bonne chose, ce discours ne devait pas rester de toute façon à huis clos. Voilà, et là, on comprend en fait que cette spontanéité avait été un peu préparée. Alors on va dire c'est normal, si l'Élysée voulait faire sortir le message, hein, qu'ils aient un peu préparé les choses avant. Mais la question là aussi, c'est celle du pourquoi, encore une fois. Pourquoi choisir ce mode de diffusion plutôt que d'aller tout simplement répondre aux journalistes? Florian Sinicki, vous qui êtes spécialiste de la com sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut répondre à est-ce que c'est un coup de communication? Clairement oui. Ce qui nous le révèle, c'est que c'est pile la technique utilisée par Emmanuel Macron systématiquement lorsqu'il veut marquer l'opinion. C'est la technique coulisse. La technique à la Obama, paraît-il. Exactement. Des propos volés, un peu diffusés pour miser sur l'authenticité de ses propos en pensant que ça marquera davantage l'opinion publique puisqu'ils ont en tête qu'il y a une défiance à l'égard de la parole politique. Ensuite, ici, on a quand même... L'opération de communication, elle se voit, et elle se voit d'autant plus qu'elle est massivement reprise par un clan, par des proches d'Emmanuel Macron. Elle se voit parce qu'on comprend là que les parlementaires ont tweeté pour certains de manière un peu coordonnée, sinon ça pouvait presque paraître spontané. Oui et non. Vous avez quand même un président de la République qui, à ce moment-là, acculé. Il ne peut plus ne pas répondre alors qu'on sait qu'il ne veut pas répondre. Et évidemment, ici, c'est très confortable de ne pas avoir à répondre à des journalistes, à des gens qui peuvent vous contredire, vous mettre en danger, vous déstabiliser, abîmer votre image. Et c'est exactement ce que cherche ici à faire Emmanuel Macron, c'est à contourner les médias et à diffuser un message aux Français. Et c'est une bonne stratégie ? C'est une mauvaise stratégie parce que les Français, ils sentent le coup de communication. Je vois Christophe Devock qui nous regarde, qui va réagir tout à l'heure.
alors qui approuve. Oui, pardon, allez-y. Oui, c'est une bonne stratégie. C'est à mon sens trop mis en scène, trop théâtralisé pour être efficace. Ah, donc ça fait pas authentique, Gaël Slimane. C'est une mauvaise, je souscris tout à fait sur les aspects de forme, mais c'est une mauvaise stratégie aussi parce que sur le fond, on revient à ce qu'on disait juste avant. C'est un vrai problème d'être dans cet entre-soi et de tenir ce type de propos en disant « le seul responsable, c'est moi, qu'ils viennent me chercher ». On voit des tweets d'Aurore Berger qui sont cités. Donc le fait que ce soit délibéré est encore plus grave et en dit long sur la déconnexion du président de la République à ce moment-là, qui communique parfaitement de travers à l'égard des Français. S'il avait voulu les agacer, il n'aurait pas fait mieux, et Véronique Reissout l'a bien montré sur les courbes des messages sur les réseaux sociaux. Il a remis de l'essence dans l'incendie. Voilà, et oui, il a presque créé l'incendie, à voir la courbe. Il existait déjà, mais il a ajouté beaucoup d'essence dessus. Beaucoup d'essence. Alors cela dit, le président de la République, vous avez peut-être entendu, puisqu'à la rentrée, lorsque la commission d'enquête du Sénat reprend ses auditions, la stratégie change radicalement. Emmanuel Macron décroche son téléphone et appelle Gérard Larcher. Là, pas de parlementaire pour tweeter, mais l'Obs qui est informé. Et puis Christophe Castaner, le patron de La République En Marche, répond officiellement dans une conférence de presse. Si certains pensent qu'ils peuvent s'arroger un pouvoir de destitution du président de la République, ils sont eux-mêmes des menaces pour la République. Voilà, et là on revient dans une communication beaucoup plus classique. Fini Twitter, les réseaux sociaux, c'est mieux ? Non, c'est mieux d'être dans une communication classique, peut-être, mais c'est surtout très mauvais en termes de contenu, parce que c'est typiquement l'ancien monde. L'ancien monde face à une crise politique, c'est toute classe politique, a les mêmes mauvais réflexes dans ce genre de situation, c'est-à-dire d'abord être dans le déni, il n'y a pas de problème, je ne le vois pas, rien vu, rien entendu, et ensuite, une fois qu'on a passé l'étape du déni, passer dans le cap de la victimisation. Nous serions les victimes d'une cabale, des gens voudraient destituer le président. Les adversaires politiques, quoi. C'est un combat politique. Et on essaye de fabriquer du clivage. Et à chaque fois, c'est remarquable, ça foire lamentablement, cette stratégie. Quand on a fait des sondages sur, justement, la commission du Sénat, la commission d'enquête du Sénat qui a écouté Benalla, les Français, dans une immense majorité, estimaient qu'elle n'était sans parti pris et que tout ça était parfaitement normal et que Emmanuel Macron et son entourage n'étaient pas victimes d'une quelconque cabale. D'accord, donc c'est le retour de l'ancien monde. Un dernier mot sur l'impact, du coup ? Quand on interroge les Français sur l'affaire Benalla, quand même, la majorité d'entre eux nous disent les médias en parlent trop et ils estiment que ce n'est pas une affaire... On va être content, alors on en parle encore, oui, mais on en... Nous, c'est l'objectif ici, quand même, de décortiquer la communication. On décrypte ceux qui en parlent, dont surtout le président lui-même et ses proches, finalement. Ce sont eux qui en parlent presque le plus. Exactement, d'une affaire qui n'est pas une affaire d'État et même qui, au fond, ne serait peut-être pas si grave que cela. Finalement, ils ont réussi eux-mêmes, un peu comme François Fillon avec ses affaires pendant la présidentielle, ils arrivent eux-mêmes à fabriquer un scandale de quelque chose qui aurait pu ne pas être si grave. D'accord, donc finalement, ce sont leurs meilleurs ennemis, l'arroseur arrosé. Leur communication a été d'ailleurs une machine à créer du soupçon à leur égard. Et je crois que c'est de cela dont ils ont beaucoup souffert. Alors, c'est bon, là, ils sont rhabillés, voilà, c'est plus des habits au lait, maintenant, ils sont rhabillés. Merci à tous les deux. On va vous retrouver à la fin pour un petit débrief. Je vous laisse aller en coulisses, on va dire, voilà. Allez-y, ça se passe comme ça, maintenant, les coulisses sont sur scène. Et puis, je vais demander à Véronique Reissout de venir quelques instants pour un ultime indice sur les réseaux sociaux. Là encore, ça ressemble au sparadrap du capitaine Haddock. Je parle des indices, ça part du Sénat quand, lors de son audition, Benalla dit ça. Quelle est votre activité professionnelle actuelle ? Le Pôle emploi. Pôle emploi. Alors, a priori, cette phrase concerne Alexandre Benalla. Et pourtant, elle renvoie à Emmanuel Macron avec ce que vous appelez, Véronique Reissout, l'effet combo. Oui, c'est-à-dire, vous savez, c'est comme dans les jeux de vidéo, quand on cumule plein d'éléments, on arrive à avoir un combo. Là, c'est un combo. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de l'affaire Benalla et de la mauvaise gestion, mais on a oublié de reparler aussi de toutes ces petites phrases qui ont ponctué la communication d'Emmanuel Macron, des petites phrases plus ou moins à droite. Et l'une de ces petites phrases pas très à droite était, rappelez-vous, il rencontre un jardinier, un fameux horticulteur, voilà, qui a oublié, qui n'a pas de travail, et à qui il dit, moi je traverse la rue et je t'en trouve un travail. Et bien cette phrase-là, elle a bien marqué les esprits. Et donc comme forcément les uns et les autres ont envie de cumuler les effets, on a ce fameux effet combo. C'est-à-dire que ça donne des tweets qui regroupent les deux, on va les voir. Et qui finalement agrègent l'image du président de la République et pas forcément de façon positive.
Gilles. Je vous en ai choisi un parce qu'il est vraiment révélateur. C'est un tweet qui a été émis par un tweetos, puisque c'est le nom consacré, qui n'a que 87 abonnés. C'est pas beaucoup, 87 abonnés. C'est pas beaucoup. Donc c'est pas quelqu'un de très influent, c'est pas quelqu'un qui est très vu. Et bien finalement, ce combo où on voit Monsieur Benalla, comment avez-vous obtenu ce poste à l'Élysée? Eh bien j'ai traversé et après j'ai été embauché. Eh bien, ça résume finalement cette accumulation d'informations, parce que ce petit message a été repris plus de 70 000 fois, alors que... 70 000 fois, d'accord. Donc ça part de 87, d'accord. Donc c'est une vraie tendance, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une espèce d'agglomération, c'est ça? Les propos, les affaires se démultiplient. Voilà. On fait un combo, on prend tout et on mélange, et ça donne quelque chose qui est une image et une trace qui finit par s'installer, qui est assez négative. Et on ne peut pas se dire que finalement on passe d'une crise, on l'oublie, on va aller à une autre. En fait, ça finit par se cumuler. Et donc les uns et les autres, ça fait des couches successives. D'accord, cette mémoire, en fait, se retrouve sur les réseaux sociaux. Alors. Et alors, nous aussi, on s'est amusé, du coup, comme vous m'avez expliqué ce que c'est l'effet combo. Je me suis dit, moi aussi, je vais chercher. Et alors, lors du voyage aux Antilles, Emmanuel Macron s'est fait photographier avec le fameux jeune braqueur. Alors, tout le monde a pensé et a parlé des doigts du jeune braqueur. Et ben, il renvoie aussi à l'affaire Benalla avec ses tweets, hein, qu'ils viennent me chercher. Ça y est, les girls, je suis protégée. Maintenant qu'ils viennent me chercher. Voilà. Et là aussi, c'est un combo. Alors, c'est pareil. Ça a été très relayé, ça. On reprend. On vous disait tout à l'heure qu'effectivement, le fameux essence sur l'incendie dont Gaël Slimane vous parlait, voilà, c'est cet effet où à chaque fois, on n'oublie pas, ça marque les esprits, et donc on le remet en lien. Pour vous donner une idée quand même, c'est que cet effet combo, avec l'exemple que vous avez trouvé, l'image elle-même, vous savez combien de fois elle a été reprise? Elle a été reprise plus de 8 700 000 fois sur l'ensemble des réseaux. Et à chaque fois, il y a des petites phrases, et bien souvent, ce sont des phrases qui viennent d'affaires qui n'ont rien à voir avec l'affaire elle-même aux Antilles. Donc, on finit par cumuler, et c'est ça la complexité de la gestion de la communication avec les réseaux sociaux. D'accord, ok, parce que les choses sont détournées et échappent complètement à l'émetteur. En fait, on croit contrôler le message et finalement, on ne contrôle plus rien. Alors, on va finir le parcours de cette enquête avec Christophe De Voogd, spécialiste en rhétorique. Il est là-bas, il a tout écouté et je vais le retrouver. Alors, Christophe De Voogd, je vois que vous avez noté plein de choses sur vos petits papiers. Est-ce que vous avez un mot pour résumer ce que vous avez entendu depuis tout à l'heure sur Emmanuel Macron, sa rhétorique aussi, son discours? Oui, j'ai un mot, c'est entièrement d'accord. Ah oui, ça c'est pas ce qui qualifie Macron. Qu'est-ce qui qualifie Macron? Ce qui qualifie Macron, c'est justement là une série, pour le moment, sur la série de communication. Je voulais juste, parce qu'on a beaucoup parlé du nouveau monde, et notamment du nouveau monde des réseaux sociaux, dire que ça conforte tout à fait l'ancien monde de la rhétorique, qui est un peu plus mon domaine. Ah, c'est-à-dire que là, on voit très bien, par exemple, vous l'avez très bien montré, Véronique, notre spécialiste des réseaux sociaux, l'importance du non-verbal. C'est-à-dire dire qu'on vienne me chercher quand vous êtes dans un palais, les gens entendent donc « venez me chercher dans mon palais ». C'est ça que, en fait, les tweetos... Et là, vous avez une communication désastreuse. Il y a l'impunité, mais il y a surtout « venez me chercher dans mon palais ». Il y a même un imaginaire révolutionnaire. Ça veut dire faites la révolution, voilà, j'allais dire, c'est ça, renverser le pouvoir. Venez me chercher, je suis dans mon palais. Au moment de l'anniversaire de la 5e République. Et ça, c'est le non-verbal est très important en rhétorique. Hein. D'autre part, j'irais plus loin peut-être que Gaël Slimane, qui a parfaitement raison de souligner le caractère contre-productif de la communication. Mais c'est même, ce qu'a fait Christophe Castaner, c'est même, je dirais, la tragédie même de la rhétorique. C'est-à-dire qu'il va inventer le sujet de la déposition du président, mais personne n'en a parlé. Il n'en était pas question, il crée un sujet. Donc il crée le sujet. D'accord. Et alors, là, carrément, on allume le feu. Hein. D'accord. On fabrique l'allumette. Ouais, c'est ça, c'est allumer le feu. Qu'est-ce qui va se passer dans la tête des gens? Que vous retenez, c'est ça, allumer le feu. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ces gens nous disent qu'il n'y a pas d'affaire ou que c'est une affaire minime, et que l'audition de M. Benalla pourrait conduire à la destitution d'Emmanuel Macron. Mais c'est ce qu'on appelle une dissonance cognitive majeure. Ça veut dire que les gens se disent, mais alors, il y a quelque chose à soupçonner, puisqu'on nous le dit. Puisqu'on nous dit que ça pourrait faire une destitution. Donc on est vraiment dans, je dirais, la contradiction rhétorique, on appelle ça la contradiction absolue, qui est le suicide rhétorique. Le suicide, alors le mot qu'on retiendra, c'est suicide, alors rhétorique. Suicide rhétorique, d'accord. Alors cela dit, Emmanuel Macron, il n'est pas tout à fait... Enfin, il est toujours là, hein, il a essayé de corriger le tir, puisqu'on l'a dit, il est passé pour arrogant, Gaël Slimane le disait, dans cette affaire. Et ce constat, il a été porté publiquement par Gérard Collomb, ancien ministre de l'Intérieur, qui avait refusé d'ailleurs de jouer les fusibles lors de son audition sur l'affaire Benalla. On écoute son diagnostic et la réponse d'Emmanuel Macron assez intéressante.
aujourd'hui peut-être les uns et les autres, nous avons manqué d'humilité. Vous savez, moi j'étais dans le temps prof de grec. En grec, il y a un mot qui s'appelle l'hubris. Et c'est la malédiction des dieux. Quand à un moment donné, vous devenez trop sûr de vous, que vous pensez que vous allez tout emporter. Et oui, lorsque on est à l'orée de prendre une décision sur des sujets importants, il faut toujours écouter nos concitoyens. Le ministre de l'Intérieur a raison. Voilà, il faut écouter. Plus que les mots eux-mêmes, hein, on est surpris de l'entendre ainsi donner raison à celui qui critique son hubris du pouvoir. D'ailleurs, une semaine plus tard, hein, on découvre un nouveau mot dans la bouche du président. On l'écoute. Je veux une ambition extrême pour cette mobilisation et ce que nous sommes en train de faire. Une humilité aussi forte que cette ambition, parce que je sais tout ce que nous n'avons pas su faire. Et peut-être une partie des combats que j'évoquais, nous n'arriverons pas à les gagner. Parce que c'est immense. Et parce que la République est faite de combats impossibles. Mais à chaque fois relevés. Alors, fort de tous nos échecs, de toutes nos erreurs, et moi le premier, je veux que nous menions ce combat. Voilà, humilité, mais aussi échec, erreur, des mots qu'on retrouve d'ailleurs dans son interview au JDD aux Antilles. C'est inévitable qu'il y ait des erreurs. Ça semble être sa nouvelle baseline, entre guillemets. Alors, est-ce que c'est le bon thème, hein? Est-ce que quelque part le hashtag humilité, on va dire, peut corriger le hashtag arrogance tel qu'il le joue là dans le contexte actuel? Alors, il y a une règle absolue en rhétorique. Quand il y a un problème, il faut absolument le concéder, le reconnaître. Ce qui ne fait pas tout à l'heure dans la contrairement à une certaine école qui dit ne jamais reconnaître ses erreurs. Ça, c'est tout à fait une erreur. C'est une erreur de ne jamais reconnaître ses erreurs. Donc, il faut absolument faire la concession. Bon, elle est venue trop tard. Il faut faire ça très vite. Une fois qu'on a fait ça, on peut passer à autre chose. Mais tant que vous ne le faites pas, il y a ce qu'on appelle l'éléphant, les Anglais appellent the elephant in the room. Tant que vous n'avez pas dégagé le passage, eh bien, les gens ne voient que l'éléphant. Et là, alors, maintenant, il n'y a plus d'éléphants, alors ou... Il y a d'autres, vous savez, il y a des bébés éléphants chaque jour. Hein. Mais il y a la question là, il fait bien. Je pense qu'il devra trouver un autre médium pour le faire savoir et arrêter de faire des usines à gaz de communication par tweet interposé, etc. En soi, je dirais, le thème de l'humilité comme concession est une bonne chose. Le grand problème, c'est que, comme vous le savez, cette affaire est parasitée par la démission de Gérard Collomb. Donc, et les gens qui disent que le président lui en veut pour cette histoire d'humilité. Donc, quelle est la vraie? Là encore, du brouillage sur les ondes. D'accord, finalement, ça vient trop tard parce que la démission de Gérard Collomb vient brouiller ce sont-ils fâchés sur l'humilité? En tout cas, je crois qu'Emmanuel Macron a compris qu'il devait aller dans ce sens-là, qu'il devait aller aussi dans l'empathie. Mais cela dit, restent les problèmes fondamentaux, hein, ce qu'on peut appeler les équations impossibles de la France. Et vous, justement, sur l'émetteur, vous disiez il faut qu'il arrête d'émettre comme ça sur les réseaux sociaux comme il l'a fait au début de la crise. Pourquoi? Surtout pas via. Pourquoi ce via les réseaux sociaux, via la spontanéité? Eh bien, justement, des fois, il y a des bons côtés dans l'ancien monde et il faut revenir au face-à-face. D'accord. Bon, alors, merci beaucoup, Christophe Devoogd, pour cette analyse. Hein. Merci à Marie Lebon qui a traversé la rue, hein, on s'y met, nous aussi, pour m'aider à préparer cette émission, et à Laurent Ferré qui va la traverser pour la monter. Je vous propose qu'on se retrouve pour un petit débrief. Collomb sur les réseaux sociaux, on en a beaucoup parlé, mais en fait il y a un truc que les politiques ont un peu du mal à prendre en compte aujourd'hui, c'est que le sens de la formule sur les réseaux sociaux, les formules c'est ce qui fait aussi buzzer, ce qui a repris. Eh bien là, la formule c'était donc Collomb, il a préféré Lyon à Macron, et honnêtement, en soi on se dit cette phrase elle n'est pas grave, elle est amusante, elle rime, voilà. Non, elle a un sens incroyable quand même. Le ministre de l'Intérieur a préféré... Pour les Lyonnais peut-être trouvent ça très bien. Pour les Lyonnais c'est bien, mais non, pour les autres...